qui s'est caché comme ça dans New York, une ville où on... Elle disait que la gratitude est une force silencieuse, une manière de tenir debout quand tout vacille. Cette phrase, Laetitia Hallyday la murmure aujourd'hui avec une sincérité qu'on ne lui avait encore jamais entendue. À 50 ans, elle ne cherche ni à réécrire l'histoire, ni à ranimer des blessures anciennes. Elle veut simplement expliquer pourquoi un homme, longtemps resté dans l'ombre de ses tempêtes personnelles, a compté plus qu'on ne l'a imaginé. Jean Reno. Ils appartiennent à deux mondes différents. Elle, devenue malgré elle gardienne de la légende Hallyday, silhouette fragile face à l'ouragan médiatique qui n'a cessé d'entourer la disparition de Johnny. Louis, acteur français parmi les plus respectés, discret, presque pudique, mais dont la voix et la présence ont marqué plusieurs générations. Et pourtant, un lien rare s'est tissé entre eux. Un lien que Laetitia n'avait jamais voulu détailler publiquement. Pourquoi maintenant ? Parce que, dit-elle, le temps impose parfois sa vérité. Elle a traversé des années où chaque parole était disséquée, chaque émotion suspectée, chaque geste interprété. Après la mort de Johnny, elle s'est retrouvée au centre d'une tourmente familiale et nationale. Pendant que la France se déchirait sur un héritage moral autant que matériel, elle, de son côté, tentait simplement de survivre à l'absence et au vacarme. Et Jean Reno, silencieux, patiente, a été l'un des rares à rester quand beaucoup s'éloignaient. Dans une conversation récente, elle confie « Il m'a regardé sans jugement ». Juste « Regardez ». Et c'est parfois ce qu'on attend le plus. Cette reconnaissance-là, profonde, intime. Elle n'avait jamais eu le courage d'en parler. Par pudeur, par stratégie aussi. Peut-être par peur d'alimenter une nouvelle salve de commentaires. Mais aujourd'hui, quelque chose a basculé. Peut-être le poids des années. Peut-être le besoin de transmettre à ses filles les visages qui ont compté. Peut-être aussi la certitude que les histoires humaines méritent d'être racontées avant que les malentendus ne les déforment pour de bon. Alors elle accepte d'ouvrir cette parenthèse longtemps refermée. Elle raconte les débuts d'une amitié improbable. Elle évoque des souvenirs où Jean Reno, sans geste spectaculaire, a joué un rôle essentiel. Elle admet aussi que son silence a parfois laissé croire à une distance qui n'a jamais existé. Pourquoi cet homme précisément ? Qu'a-t-il vu qu'elle-même avait cessé de percevoir en elle ? Et pourquoi, après tant d'années, Laetitia Hallyday décide-t-elle enfin de briser le silence ? On pourrait croire que leur première rencontre fut organisée, presque inévitable, tant leurs univers paraissent liés à l'histoire du cinéma et de la chanson française. Mais non, ce jour-là, rien ne laissait présager qu'un simple échange de regards deviendrait, des années plus tard, l'un des piliers émotionnels de la vie de Laetitia Hallyday. C'était au milieu des années 2000, à une époque où Johnny Hallyday préparait un nouveau projet artistique. Jean Reno avait été invité à une soirée privée rassemblant quelques amis proches du couple. Laetitia se souvient d'un moment très simple, presque banal. « Il est venu vers moi et il m'a demandé si je tenais le coup. » Juste ça. Une phrase qui, dans le tourbillon permanent entourant la star, avait résonné d'une manière particulière. Elle dit aujourd'hui. Il n'avait pas besoin d'être impressionné. Il voyait les choses comme elles étaient. Ça m'a rassuré immédiatement. À cette époque, Laetitia vivait déjà dans cette tension permanente propre à la vie aux côtés d'un monument national. Johnny remplissait des stades, affolait la presse, déclenchait des polémiques malgré lui. Et elle, jeune épouse encore marquée par des années de fragilité personnelle, apprenait à respirer dans un environnement où le bruit, la rumeur, l'opinion ne s'arrêtaient jamais. Jean Reno, Louis, semblait étrangement imperméable à tout cela. Il parlait calmement, posait des questions directes, n'élevait jamais la voix. Une présence stable dans un monde qui l'était si peu. Cette première soirée n'avait rien d'extraordinaire en apparence. Mais un détail compte. Johnny appréciait profondément Jean Reno. Leur amitié, née dans les années 1990, reposait sur une sincérité rare. C'est Johnny qui, quelques semaines plus tard, glisse à sa femme. « Tu sais, Jean t'aime bien. Il dit que tu as une force que tu ne vois pas. » Laetitia avait souri, un peu surprise. On la décrivait souvent comme fragile, délicate, discrète, pas comme forte. Un après-midi, durant une répétition de tournée, Jean Reno rejoint Johnny pour discuter d'un projet. Laetitia est là, assise dans un coin. Observant le travail de l'équipe, Jean s'approche et lui dit simplement « Tu devrais boire un peu d'eau, on dirait que tu n'as pas dormi ». Une remarque bienveillante, presque paternelle, mais qui la touche encore aujourd'hui. Il n'y avait aucun masque chez lui. C'était rare dans notre vie, très rare. Peu à peu, la rencontre se transforme en véritable relation de confiance. Non pas une proximité quotidienne, mais une reconnaissance mutuelle. Jean Reno perçoit chez elle la tension intérieure qu'elle cache si bien. Laetitia, elle, découvre en lui un homme capable d'écouter sans interrompre, de conseiller sans imposer, de protéger sans envahir. Elle confie, les gens autour de Johnny avaient souvent un rôle à jouer. Mais Jean, il n'avait besoin de prouver quoi que ce soit à personne.
Cette période marque aussi un tournant dans la carrière de l'acteur, alors célébré pour Les Rivières pourpres, Wasabi, ou encore pour sa présence internationale grâce à Léon. Malgré la médiatisation, il restait un homme de structure, habitué aux tournages exigeants, au silence entre deux prises, ce rapport au temps, à la patience, contrastait fortement avec l'urgence et la pression du monde du rock. Lorsque Laetitia raconte leurs premiers échanges, elle insiste sur cette différence. Il n'y avait pas de chaos autour de lui. Et je crois que c'est ce qui m'a attiré, inconsciemment. Elle se trouvait alors dans un moment délicat de sa vie personnelle, tentant de concilier son rôle de mère adoptive, celui de femme d'un mythe vivant et celui d'une femme jeune encore en construction. Jean Reno, sans chercher à s'immiscer, posait des mots simples sur des réalités complexes. Un jour, durant un dîner entre amis, Johnny évoque une période difficile qu'il traverse. Jean l'écoute en silence, puis lâche une phrase que Laetitia n'oubliera jamais. On ne peut pas exiger des autres qu'ils portent ce qu'on refuse de regarder en face. Elle raconte avoir ressenti un choc, comme si quelqu'un venait de verbaliser quelque chose que je savais sans pouvoir le dire. Ce fut sans doute à ce moment-là que leur rencontre prit un sens plus profond. Pas une amitié fusionnelle, ni un lien spectaculaire, mais une forme d'alliance humaine, une présence solide au milieu des secousses, et une compréhension qui, avec le temps, deviendrait essentielle. Les années qui suivent leur rencontre coïncident avec une période où tout semble atteint d'une intensité presque irréelle. Pour Johnny Hallyday, c'est l'ère des tournées colossales, des albums qui se hissent immédiatement en tête des classements, des shows qu'aucun autre artiste français n'aurait pu imaginer à cette échelle. Pour Jean Reno, c'est le moment où sa carrière internationale se consolide. Hollywood l'appelle, la France le célèbre, et l'Europe l'adopte comme l'un des visages les plus emblématiques de son cinéma. Laetitia, elle, traverse ces années de gloire en équilibre fragile. Elle accompagne Johnny sur les routes, participe aux choix artistiques, soutient les moments d'euphorie comme ceux d'épuisement. Elle n'est plus la jeune femme timide des débuts, elle devient un repère, une présence constante dans un univers où rien n'est vraiment stable, et c'est précisément dans cette effervescence que la place de Jean Reno se précise. Les médias aiment rappeler que l'acteur et le chanteur partageaient un respect profond pour la discipline du travail. Johnny répétait jusqu'à l'excès. Jean révisait ses rôles jusqu'à l'imprégnation totale. Cette rigueur commune les rapprochait. Laetitia l'a souvent observé. Ils se parlaient peu, mais ils se comprenaient. Leurs échanges, sobres, directs, ponctuaient ces années flamboyantes où chaque succès semblait exiger un tribut d'énergie supplémentaire. En 2009, lorsque Johnny frôle la mort après des complications post-opératoires, Jean Reno se rend à son chevet à Los Angeles. Ce geste, pourtant discret, marque un tournant. Devant l'incertitude, il se montre disponible, solide, rassurant. À l'époque, il est l'un des rares amis admis dans le cercle très strict des visites. Laetitia se souvient, il n'a posé aucune question. Il était juste là. C'est aussi à ce moment-là que leur relation se cristallise autour d'une vérité simple. La gloire, si éclatante soit-elle, n'efface jamais la peur de perdre. Ces années de succès sont aussi celles où Johnny accepte de prêter sa voix à une cérémonie très particulière. Le baptême du fils de Jean Reno, dans le sud de la France. L'image du rocker tenant l'enfant. Sourire tendre, contraste avec le personnage public du chanteur. Laetitia raconte cet instant comme un moment suspendu. Ils se protégeaient l'un l'autre, chacun à leur manière. Dans cette période, le public ne sait rien, ou presque, du rôle que Laetitia joue en coulisses. C'est elle qui amortit les tensions, protège l'intimité familiale, organise les déplacements, soutient les décisions artistiques. Elle n'agit pas par obligation, mais par conviction. Il fallait tenir pour que tout cela reste possible. Jean Reno, témoin de cette charge mentale immense, lui glisse un jour « Tu fais partie de la scène, même si on ne te voit pas ». Une phrase qui la touche plus qu'elle ne veut l'admettre. À la même époque, l'acteur tourne le Code da Vinci, l'immortel, multiplie les projets internationaux. Malgré la distance géographique, les liens demeurent. Une soirée à Paris, une visite éclair à Los Angeles, un dîner improvisé à Saint-Barth. Ces rencontres irrégulières mais sincères installent une forme de continuité dans leur relation. Jean sait ce que coûte la célébrité. Laetitia sait ce qu'exige le rôle d'épouse d'icône. Ils n'ont pas besoin de s'expliquer longuement. Les années avancent, encore plus rapides qu'avant. Johnny remplit le Stade de France, enchaîne les tournées, s'impose comme un mythe vivant. Les critiques parlant de renaissance permanente. Le public suit, fidèle. Et dans l'ombre de cet éclat, une phrase revient souvent entre eux, presque comme un leitmotiv. Ça ne durera pas toujours. Alors profitons. Laetitia comprend alors que la gloire est un mouvement, pas un état,
une marée haute qui finit toujours par refluer, mais tant qu'elle emporte avec elle des instants de sincérité, elle vaut d'être vécue. Dans ces années que l'on appelle de gloire, la présence de Jean Reno reste discrète mais décisive. Il ne partage pas le quotidien, mais il incarne une forme d'équilibre, il rappelle à Johnny ce qui compte, il rappelle à Laetitia ce qu'elle vaut. Dans un monde où tout s'accélère, il est l'un de ceux qui ralentissent pour comprendre, personne ne le voit. Peu le savent, mais pour Laetitia, c'est précisément là que commence la gratitude qu'elle évoquera bien des années plus tard. Pendant longtemps, tout semblait tenir. Les tournées, les projets, les moments familiaux, les amitiés fidèles. Mais alors, un jour, les premiers signes d'usure apparaissent. Rien de spectaculaire, rien que le public puisse deviner. Simplement une fatigue qui s'installe, une tension qui s'accroît, un silence qui pèse davantage qu'avant. Pour Laetitia, la période qui s'ouvre est marquée par une forme de décalage intérieur. Elle accompagne Johnny partout, soutient, anticipe, organise, mais elle sent bien que quelque chose se transforme. L'homme qu'elle aime, meurtri par les excès, les traitements médicaux, les pressions continues, oscillent entre moments d'exaltation et phases d'irritabilité. Je savais qu'il se battait, mais je ne réalisais pas toujours contre quoi, confie-t-elle aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas la maladie qui crée la première brèche, ce sont les malentendus sur la gestion de la carrière, sur la fatigue accumulée, sur l'avenir qu'ils imaginent différemment. Ce soir-là, à Los Angeles, alors que Johnny prépare un nouveau concert, un échange anodin dégénère. Quelques mots trop rapides, un reproche mal formulé, une incompréhension. Laetitia s'efface, comme elle le fait souvent. Mais l'écho reste. Nous étions chacun dans notre tour, dit-elle, persuadés d'agir pour le mieux, mais incapables de nous rejoindre. À cette époque, Jean Reno n'est pas le témoin direct du quotidien du couple, mais il perçoit les fissures. Lors d'un dîner à Paris, il observe le visage fermé de Johnny, celui plus tendu de Laetitia. Il ne dit rien, pas tout de suite. Puis, en aparté, il glisse doucement. Vous devez vous parler avant que le public ne parle pour vous. Une phrase lourde de sens, car la rumeur, elle, n'attend jamais. Mais alors, pourquoi n'y parviennent-ils plus? Peut-être parce que le monde autour d'eux ne laisse aucune place à la fragilité, peut-être aussi parce que le mythe est devenu trop grand pour l'homme. Johnny redoute d'être vu comme affaibli. Laetitia redoute de le voir s'écrouler, deux peurs qui se croisent sans jamais vraiment se rencontrer. Pourtant, il existe aussi des instants de douceur, des tentatives de se retrouver, un voyage à Saint-Barth, quelques jours loin du tumulte. Mais ce répit est trop court. La maladie revient, la colère aussi. Et les silences, surtout, deviennent plus lourds que les mots. Ce soir-là, encore, dans leur maison californienne, Johnny s'enferme dans son studio. Laetitia reste dans le salon, les mains immobiles. Elle tente de comprendre ce qui lui échappe. Elle sait qu'il souffre, elle sait qu'il refuse d'en parler, et elle sait aussi que sa propre inquiétude se transforme parfois en maladresse. « J'ai voulu le protéger », dit-elle, mais parfois, protéger signifie étouffer. Jean Reno, qui les appelle régulièrement, devine ce qui se joue. Il ne juge pas, il ne prend pas parti, il se contente d'écouter. « Vous êtes deux êtres de lumière », leur dit-il un jour au téléphone. Mais chacun cherche un soleil différent. Une métaphore qui touche Laetitia profondément. Elle commence à réaliser que leur chemin, sans se séparer, s'écarte peu à peu. Les fissures ne sont pas un effondrement. Elles sont une lente érosion. On ne les entend pas, on ne les voit pas, mais un jour, on se retourne et l'on constate qu'elles ont scindé le paysage en deux. Pour Johnny, ce sont la fatigue, la douleur, la peur de décevoir. Pour Laetitia, c'est l'épuisement moral, l'impression d'être constamment dans le rôle de bouclier. Pourtant, elle continue, parce que l'amour qui les lie est réel, parce que les filles les regardent, parce qu'elle sait que derrière la colère, Johnny cherche encore un refuge. Mais alors, combien de temps peut-on tenir dans une tension pareille? Les proches s'interrogent. Les équipes observent. Jean Reno, Louis, perçoit, derrière les voix fatiguées, un besoin immense d'être compris. C'est dans cette période trouble que la gratitude secrète dont Laetitia parle aujourd'hui commence à prendre forme, non pas parce que Jean Reno résout leurs difficultés, ce n'est pas son rôle, mais parce qu'il est là, sans bruit, prêt à accueillir ce qu'il n'arrive plus à exprimer. Les fissures ne sont pas encore des ruptures, mais elles annoncent une tempête qui, bientôt, ne pourra plus être évitée. Et quand elle éclatera, chacun devra trouver sa place dans l'inconnu. Il arrive un moment où même les plus grands semblent vaciller. Pour Johnny, ce moment porte un nom. La maladie, non pas un simple malaise ou une fatigue passagère, mais un diagnostic qui bouleverse tout. Ce n'est plus seulement une fissure dans leur vie, c'est une faille profonde qui redéfinit les priorités. Les gestes, les silences, lorsque les premiers examens tombent. Laetitia se souvient d'un choc intérieur difficile à décrire. Je savais qu'il n'était plus comme avant, mais je n'étais pas prête. Elle ne l'a jamais été, et personne ne peut l'être.
car cette annonce ne frappe pas seulement un homme, elle frappe un mythe. Et le mythe, Louis refuse de se laisser abattre. Pourtant, la rupture commence par là, la confrontation brutale entre le corps et la légende. Johnny veut continuer, chanter, se battre, refuser la faiblesse. Laetitia, elle, veut protéger, entourer. Freina, deux instincts opposés qui, jusqu'alors, qu'existaient. Maintenant, ils s'affrontent. Ce soir-là, dans leur maison de Pacific Palisades, la scène est presque immobile. Johnny revient d'un rendez-vous médical, fatigué, fermé. Laetitia tente d'aborder le sujet. « On doit en parler ?» dit-elle. Mais il coupe, doucement, puis plus sèchement. « Je ne suis pas malade, je suis fatigué. » C'est tout. Elle insiste, il se braque. Elle pleure en silence. Il s'enferme dans son studio, et la maison devient trop grande pour deux êtres qui se cherchent sans se trouver. La crise ne vient pas d'une dispute. Elle vient de cette impossibilité soudaine de partager la peur. Johnny refuse de l'exprimer. Laetitia, elle, n'arrive plus à la contenir. « Je voulais l'aider », confie-t-elle. Mais aider quelqu'un qui refuse la réalité, c'est comme courir après une ombre. Autour d'eux, les proches sentent que quelque chose se brise. Les équipes continuent de travailler. Mécaniquement, les amis appellent, tentant de rassurer. Mais l'essentiel se joue derrière des portes closes, et dans ces moments lourds, un nom revient régulièrement. Jeanne Reno. Il n'intervient pas, il ne cherche pas à comprendre les détails, il ne demande pas de compte. Mais il entend, dans la voix de Johnny, une fatigue qu'il n'avait jamais perçue, et dans celle de Laetitia, une inquiétude qu'elle tente maladroitement de masquer. Un soir, il appelle « Vous devez rester ensemble », dit-il simplement. Ne laissez pas le silence décider pour vous. Une phrase légère, mais Laetitia avoue qu'elle a pleuré après l'avoir entendue, parce qu'elle savait que le silence, justement, avait déjà gagné du terrain. Puis survient ce moment charnière, l'annonce publique de la maladie. Le monde apprend ce qu'eux savaient depuis des mois. Et soudain, la bataille intime devient une affaire nationale. Les caméras, les commentaires, les spéculations. Tout recommence. Mais cette fois, Johnny n'a plus l'énergie de se battre sur tous les fronts. La rupture, ce n'est pas entre eux, c'est entre eux et le monde. Laetitia raconte. J'avais l'impression de tenir une barque au milieu d'une tempête. Lui voulait ramer, moi je voulais jeter l'ancre. Et la mer nous emportait dans deux directions opposées. Elle s'efforce de garder le cap, accompagner Johnny dans les traitements, gérer les appels, protéger les filles, maintenir une forme de normalité dans un quotidien qui, pourtant, ne l'est plus. Louis, oscillant entre courage immense et colère silencieuse, supporte mal la vulnérabilité qui s'impose. Les gestes se font rares, les mots, plus encore. Pourtant, l'amour est là, indéfectible. Mais la maladie impose ses règles, elle fracture les certitudes. Isolé, étouffe. Et face à cette réalité crue, Laetitia avoue avoir vécu l'un des plus grands déserts émotionnels de sa vie. La crise n'est pas un moment. C'est une période, une lente dérive où chacun lutte comme il peut. Johnny contre la douleur, Laetitia contre l'effondrement intérieur. Entre eux, un fil subsiste, fragile mais réel. Un fil que Jean Reno, de loin, tente parfois de maintenir par une parole, par un geste, par une présence silencieuse. C'est dans cette obscurité que se prépare l'étape suivante, non pas la résignation, mais cette étrange lumière qui apparaît lorsque la tempête commence enfin à s'essouffler. Après la tourmente, il n'y a pas tout de suite le calme. Il y a d'abord une fatigue immense, une terre brûlée où chaque geste demande un effort, où chaque parole pèse plus lourd qu'avant. Pour Laetitia Hallyday, les semaines qui suivent la crise ressemblent à un long réapprentissage. On croit qu'après le choc, tout va se remettre en place, confie-t-elle. Mais non, on avance dans une sorte de demi-lumière. Johnny, affaibli mais déterminé, reprend une routine qu'il veut la plus normale possible. Il compose, il discute avec ses musiciens, il imagine encore une tournée, un album, un projet qui lui permettrait de tenir debout. Cette obstination, beaucoup la voient comme une fuite. Laetitia la voit comme un acte de survie. Créer, pour lui, c'était respirer, dit-elle simplement. Pourtant, un changement s'est produit, là où les tensions dominaient, une forme de douceur émerge, moins de disputes, moins de crispations, comme si la maladie avait réduit leur vie à l'essentiel. Être ensemble. Malgré les failles, Laetitia raconte « J'avais arrêté d'essayer de contrôler. J'ai compris qu'on ne peut pas sauver quelqu'un à sa place. On peut seulement marcher avec lui. » C'est dans ce contexte fragile que la présence de Jean Reno prend un sens particulier. Il n'est pas là physiquement chaque semaine, mais il reste un repère, une voix claire dans un brouillard affectif épais. Un jour, il envoie un message à Johnny « Continue à faire ce qui te rend vivant. On t'aime comme tu es, pas comme tu crois devoir être. » Une phrase simple, mais qui apaise. Quelques semaines plus tard, Jean rend visite au couple. Il ne pose pas de questions intrusives, il parle de cinéma, de souvenirs, de choses légères. Puis, à un moment de calme,
il prend Laetitia à part. « Tu tiens debout, mais tu n'es pas obligé d'être un mur », lui dit-il. Elle se souvient avoir été déstabilisée, personne ne lui avait jamais dit ça. « J'étais devenue tellement habituée à jouer les piliers que je ne savais plus comment être vulnérable », confie-t-elle. Après la tempête, un autre phénomène se produit. Le public se montre plus tendre. Les fans envoient des lettres, des dessins, des prières. La France, qui avait parfois jugé Laetitia durement, commence à la regarder autrement. Non comme la femme du mythe, mais comme une femme qui lutte, qui veille, qui accompagne. Cette reconnaissance n'efface pas la douleur, mais elle lui donne un souffle nouveau. Au quotidien, la maison retrouve un rythme presque paisible. Johnny se concentre sur l'essentiel. Les filles, la musique. Quelques amis très proches. Laetitia, elle met en place une organisation discrète, presque militaire. Les soins, les horaires, les confidences, les silences. On vit dans une parenthèse, dit-elle. Ce n'est ni une fin, ni un recommencement. C'est autre chose. Jean Reno assiste à cela comme un témoin bienveillant. Il dit un jour à Johnny « Tu as encore quelque chose à donner ». Mais choisi à qui? Une phrase qui touche profondément le chanteur. Habitué à se disperser pour ne décevoir personne, ce conseil-là, il le suivra presque à la lettre. Il réduit ses sorties médiatiques, privilégie le studio, protège sa famille d'un déferlement inutile de curiosité. Et puis, un autre étonnement survient. Laetitia commence à se confier davantage, pas à tout le monde, pas publiquement, mais à quelques personnes sûres. Dont Jean, elle raconte ses peurs, ses nuits sans sommeil, cette charge invisible qu'elle portait depuis des années. Jean Reno l'écoute sans interrompre, sans chercher de solution. Il l'écoute comme on écoute une douleur qu'on respecte. C'était la première fois depuis longtemps que je ne me sentais pas transparente, dit-elle aujourd'hui. Peu à peu, la tempête s'éloigne. Elle laisse des cicatrices. Oui, mais aussi une nouvelle forme de lucidité. Johnny, conscient de la fragilité de son état, devient plus doux, plus attentif. Il écrit davantage pour ses filles. Il parle de ses remords, de ses rêves avortés, de ce qu'il aurait voulu changer. Laetitia, elle, retrouve une respiration plus ample. J'ai compris que la force n'est pas d'empêcher l'autre de tomber, mais de rester là quand il se relève, explique-t-elle. Dans cette période apaisée, Jean Reno devient l'un des rares visages à pénétrer dans leur vie sans la bousculer. Ni sauveur, ni juge. Simplement un ami, un témoin discret, un pilier moral, sans jamais prétendre l'être, et c'est précisément dans cette accalmie que commence à émerger un besoin longtemps retenu, le besoin de dire la vérité, ou plutôt sa vérité, une vérité qu'elle n'a encore confiée à personne, une vérité qui, des années plus tard, deviendra la révélation. Il y a des vérités que l'on garde si longtemps qu'on finit par croire qu'elles ne seront jamais prononcées. Pour Laetitia Hallyday, cette vérité-là était enfouie depuis des années, protégée, presque sacrée. Elle concernait un homme qui, sans bruit, sans geste spectaculaire, avait joué un rôle déterminant au cœur de ses années les plus sombres. Jean Reno, elle hésite avant de parler. Sa voix ralentit, s'interrompt, reprend, comme si chaque mot devait être pesé, validé, assumé. Je n'ai jamais voulu qu'on interprète mal ce que je vais dire. Commence-t-elle? Une précaution, une pudeur, une peur aussi, que l'on déforme, que l'on juge, que l'on associe. Elle inspire. Puis elle ajoute « Jean a été l'un des hommes qui m'ont le plus soutenu, mais dans l'ombre, ce silence. » Elle l'a gardé pour plusieurs raisons. D'abord pour protéger Johnny, ensuite pour se protéger elle-même, enfin parce qu'elle savait que la moindre parole aurait pu déclencher un tumulte médiatique disproportionné. À l'époque, tout ce que je disais devenait une polémique. Confie-t-elle, je ne pouvais pas risquer qu'on invente des choses, alors j'ai choisi de me taire. Mais aujourd'hui, à 50 ans, elle dit vouloir transmettre la vérité de cette gratitude, non pour la magnifier, mais pour la poser enfin, calmement, sur la table de sa mémoire. Laetitia raconte alors un épisode précis, jamais dévoilé. C'était pendant les mois les plus difficiles de la maladie de Johnny. Elle se sentait épuisée, vidée, submergée. Je ne dormais plus. Je faisais semblant d'être forte. Je m'effondrais dès que je quittais une pièce. Un soir, après avoir raccompagné les filles dans leur chambre, elle s'était assise seule dans le salon, incapable de reprendre son souffle. Le téléphone a vibré. C'était Jean. Elle lui a d'abord dit que tout allait bien, comme toujours. Puis, sans comprendre pourquoi, elle a craqué. Elle raconte « Je lui ai dit que j'avais peur, vraiment peur, que je ne savais plus comment tenir. » Il n'a pas répondu tout de suite. Il a laissé un silence habité, pas un silence d'indifférence. Puis il a dit « Tu n'as pas apporté plus que ton cœur ne peut supporter. On va y arriver, pas toi seul. Nous tous. » Elle s'arrête dans son récit, comme si cette phrase résonnait encore dans la pièce où elle se trouve. Ce soir-là, je me suis sentie moins seule. C'est la première fois que je le dis, avouait-elle. Elle insiste, jamais. Pas une seconde. Il n'y a eu d'ambiguïté. La gratitude qu'elle éprouve n'est ni romanesque ni équivoque. Elle est humaine, profonde. On aime rarement parler des amitiés qui sauvent, on préfère les histoires compliquées,
ajoute-t-elle, mais moi, c'est une amitié qui m'a tenu debout. Elle évoque un autre moment. Juste après l'annonce publique de la maladie, Johnny avait été profondément atteint par le tumulte médiatique. Jean est venu à Los Angeles. Il a passé quelques heures avec eux, sans poser de questions intrusives, sans analyser, sans conseiller trop fort. Il a simplement dit à Johnny, « Tu n'as pas besoin de montrer que tu es invincible. On t'aime pour l'homme, pas pour l'armure. » Johnny avait hoché la tête, touché en secret. Laetitia, elle, avait compris ce jour-là que Jean Reno percevait ce que beaucoup refusaient de voir. Mais la véritable révélation, pour elle, n'est pas là. Elle tient en une prise de conscience lente, presque silencieuse. Jean Reno a été l'un des rares à vraiment la voir à un moment où elle avait cessé d'exister derrière l'immense silhouette de Johnny Hallyday. « J'ai longtemps pensé que ma place était d'être solide, dit-elle. Et puis j'ai réalisé, grâce à lui, que ma fragilité avait aussi le droit d'exister. » Elle marque une pause. Sa voix se brise légèrement, mais elle continue. « Ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas un hommage. Ce n'est pas une justification. C'est juste la vérité. Une vérité que j'avais gardée secrète parce que je pensais qu'elle n'intéressait personne. Mais elle dit quelque chose de moi. Et de lui, de ce que nous avons traversé. Dans ce moment suspendu, elle conclut « Sans Jean, certaines nuits auraient été impossibles. Il ne m'a pas sauvé. Il m'a donné un appui. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour survivre. » Elle baisse les yeux un instant, comme si elle vérifiait intérieurement qu'elle peut assumer ses mots. Puis elle les laisse exister. Enfin, la révélation est faite, simple, inaltérable. Les années ont passé, et avec elles, le vacarme qui entourait la vie du couple Hallyday. La tempête s'est dissoute lentement, comme se dissipe une longue saison de brume. Il reste aujourd'hui une femme de 50 ans, lucide, apaisée parfois, traversée encore de douleurs discrètes, mais prête à revisiter les chemins qu'elle a parcourus. Pour Laetitia, la mémoire n'est jamais un territoire neutre. Chaque souvenir porte une lumière et une ombre. Elle parle de Johnny avec un mélange d'amour intact et de pudeur nouvelle. Elle dit qu'elle a appris à accepter le passé tel qu'il fut, lumineux, excessif, imparfait, profondément humain. On ne guérit pas d'une vie comme la nôtre, murmure-t-elle, on apprend seulement à marcher avec. Et dans cette marche, une vérité s'impose. Certaines présences silencieuses ont compté plus qu'elle n'osait l'admettre. Jean Reno, avec sa discrétion presque légendaire, a occupé cette place singulière. Non pas un rôle central, ni un rôle public, une présence en retrait, mais jamais lointaine. Un témoin, un appui, un ami dont les mots ne cherchaient pas à réécrire l'histoire, seulement à l'accompagner. Aujourd'hui, Laetitia évoque cette gratitude avec un calme qui surprend même ceux qui la connaissent bien. Elle n'a plus peur que l'on interprète mal, que l'on extrapole, que l'on projette. Le temps a fait son œuvre. Il a filtré le superflu, effacé les tensions, laissé émerger ce qui mérite d'être transmis. Elle raconte qu'après le décès de Johnny, dans cette période suspendue où l'absence occupait toute la maison, Jean fut l'un des premiers à franchir le seuil sans bruit. Il m'a serré dans ses bras, simplement, et il a dit « Tu n'es pas seul ». Mais je crois que je n'avais jamais eu autant besoin de l'entendre. Il ne venait pas apporter une solution. Il n'y en avait pas. Il venait offrir une humanité, une continuité, une présence stable alors que tout vacillait. Laetitia dit « Les gens pensent souvent que la force vient du nombre, mais parfois, un seul regard suffit. Celui qui vous rappelle que vous existez encore. » Avec le temps, elle a appris à nommer cette gratitude, non pas pour la mettre en lumière, mais pour lui donner sa juste place. Elle ne cherche ni à glorifier ni à effacer. Elle raconte, simplement, pour que la vérité ne soit pas engloutie par les suppositions et les rumeurs. Jean Reno, de son côté, n'a jamais revendiqué ce rôle. Pour lui, il s'agissait d'être ami, rien de plus. Une fidélité sans éclat, sans déclaration, sans scène, une fidélité rare, qui traverse les années et résiste même au silence. Lorsque Laetitia parle aujourd'hui de cette période, elle n'évoque ni héroïsme, ni sacrifice. Elle parle de gestes minuscules, d'un dîner improvisé, d'un message envoyé tard dans la nuit, d'une voix qui dit simplement « Respire ». Ce sont ces détails qui composent de la texture de sa gratitude. Et ce sont eux qu'elle souhaite conserver dans la mémoire collective de son histoire. Elle dit aussi que ses filles, Jade et Joy, comprennent désormais cette amitié particulière. Elles savent que Jean a été un soutien, pour elles aussi, d'une manière presque invisible. Il ne voulait rien pour lui. Il voulait seulement qu'on tienne debout, résume Laetitia. Aujourd'hui, elle regarde le passé avec une forme de douceur nouvelle, pas une nostalgie amère, mais un regard apaisé sur ce qui fut, sur les excès, les combats, les nuits d'inquiétude, sur les joies aussi, immenses, parfois démesurées. Elle dit qu'elle a cessé d'opposer la lumière et l'ombre. Tout cela est notre histoire. Je n'ai plus besoin de choisir. Ce témoignage,
Elle l'offre maintenant parce que le temps a clarifié ce qui était essentiel. L'amour, la fidélité, la présence humaine. Elle ne cherche pas à écrire un chapitre supplémentaire, mais à refermer celui-ci avec vérité et respect. Dans un souffle, presque pour elle-même, elle ajoute « Je veux que les gens sachent que Johnny n'a jamais été seul, et que moi non plus », puis elle se tait. Le récit semble toucher à sa fin, sans emphase, sans effet, une vérité posée doucement, comme on pose un objet fragile sur une table. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, Louis, ne dit plus rien.